Notre séance s'intitule « La fabrique des icônes », ce qui est tout à fait, en fait, qui prend presque la balle au bond de la première conférence qui portait justement sur la dimension iconique et au sens presque symbolique du terme du champignon atomique. La première de nos interventions, donc dans le cadre de la fabrique des icônes, sera celle d'André Günther, l'atelier des icônes, théorie de l'image médiatique. Alors, André Günther est chercheur en histoire visuelle et éditeur multimédia, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Il dirige le laboratoire d'histoire visuelle contemporaine, première équipe de recherche française consacrée aux Visual Studies qu'il a créé en 2005. Ses travaux actuels portent sur les nouveaux usages des images numériques et les formes visuelles de la culture populaire. Donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Je suis très, très content d'être ici aujourd'hui avec plusieurs amis. Ça me fait chaud au cœur. Et je remercie très chaleureusement mon vieil ami Vincent. C'est bien d'être là ce matin. Merci. Alors, à l'École des études en sciences sociales, où j'enseigne, il y a des collègues qui comprennent pas bien mon usage de Facebook et qui me disent « Mais comment est-ce possible que tu discutes en public avec des gens, avec des étudiants ?» Parce qu'on travaille effectivement aussi sur Facebook. Ils ne comprennent pas du tout. Et cette incompréhension-là, moi, me semble très bizarre, parce qu'en réalité, nous, chercheurs, ça fait longtemps, évidemment, qu'on parle, qu'on discute en public. Et donc, voilà, là, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est me servir de l'occasion du colloque pour poursuivre une vieille discussion que nous avons avec Vincent depuis longtemps sur la question des icônes. Donc, voilà. Donc, je pense que si le HESS était au courant de ça, il préférerait probablement qu'on poursuive sa discussion sur Facebook plutôt que j'utilise les fonds publics pour acheter un billet d'avion. Alors, ces fameuses icônes, ces photos exemplaires qui ont fait date, je cite ici Umberto Eco, dans La guerre du faux. Chacune de ces images est devenue un mythe et a condensé une série de discours. Elle a dépassé les circonstances individuelles qui l'ont produite. Elle ne parle plus de ceux ou de ces personnages individuels, mais exprime des concepts. Tiens. Alors, je ne vais, en fait... Je ne sais pas si tu te souviens de la question que tu m'avais posée, mais je ne vais pas y répondre, évidemment. Donc, je ne vais pas analyser les icônes, mais je vais essayer d'analyser la façon dont on les analyse. Et donc là, je vous ai mis pour ça une double page qui est tirée de Martine Joly, L'image et les signes, un opuscule canonique très recommandé à tous les étudiants en DUG d'études visuelles. Et vous voyez une chose que j'ai représentée ici. Bon, alors malheureusement, peut-être il faut baisser un petit peu quand même la lumière. Alors, je vais décrire ce que je veux essayer de vous montrer. C'est voilà, la technique pour analyser donc une icône, en l'occurrence la photo de Marc Ribou, célèbre photo à la fleur. Voilà, ça va, là c'est bien, je vois encore ma feuille. Merci. Et vous voyez qu'en dessous, donc, Martine Joly a l'idée intéressante, intelligente, de partir de la planche contact et donc voilà, d'analyser la suite, la série des images qui arrivent, dont en fait la fameuse icône est la dernière de la série. Et donc, elle montre comment Marc Ribou arrive progressivement, construit cette image petit à petit. Très bien. Donc, dans ce cas, effectivement, nous analysons une photographie qui est prise par un photographe. Jusque-là, tout va bien. Alors, vous avez vu dans la page précédente, voilà, qu'il y avait aussi la fameuse
le très fameux milicien de Capa, qui est, voilà, Capa étant le père du photojournalisme, je crois qu'on peut considérer cette image comme la mère de toutes les icônes. 1936. C'est une blague, hein, on peut discuter évidemment sur... Mais enfin bon, c'est sûr que c'est une image très importante dans cette histoire-là. Et vous le savez, cette image aussi a été analysée. Je ne rentre pas du tout dans les discussions de savoir si elle est vraie ou fausse, si c'est un trucage ou une mise en scène. Ça importe en fait assez peu pour ma démonstration. Mais il y a eu, comme il y a eu une grosse discussion sur cette image depuis déjà assez longtemps, il y a eu récemment des négatifs, des rouleaux de négatifs qui ont fait irruption et qui ont aussi, voilà, été analysés pour essayer de comprendre si cette image était, si cette image était un faux ou pas, ou qu'est-ce qu'elle voulait dire. Alors maintenant, je vais vous montrer les deux premières publications de cette image. La première, dans Vue, le 23 septembre 1936. Donc là aussi, il est possible que de votre place, vous ne voyez pas très bien cette double page qui est constituée donc, de deux photos, d'un ensemble de photos de Capa, mais donc de deux photos sous le titre « Comment ils sont tombés ?» et puis une autre série d'images sur la page de droite, comment ils ont fui. Donc en fait, c'est deux narrations thématiques avec deux groupes d'images, l'une avec deux photos et voilà une sorte de variante du milicien, et l'autre un groupe un petit peu plus important. Et puis la deuxième, qui est plus connue, que vous connaissez certainement, c'est l'apparition dans Life, un an après, pas tout à fait un an après, le 12 juillet 1937. Et là, maintenant, je voudrais poser ma question. Est-ce que c'est la même image ? Alors, oui, bien sûr, sur le plan pratique. C'est-à-dire, oui, c'est deux fois la photo de Capa. Mais est-ce que c'est la même image ? Je pense qu'on voit tout de suite, même sur un dispositif aussi rudimentaire que celui-là, que non. Pour la raison que, dans la première publication, ce n'est pas encore une icône. C'est une photo. La preuve, il y en a deux. Effectivement, il y a deux miliciens, dans deux versions, qui montrent comment ils sont tombés. Et on est bien dans le cadre du reportage et de la photographie d'information, puisque là, en l'occurrence, la publication a lieu quelques jours, une dizaine de jours après la prise de vue effective. Alors que dans le deuxième cas, on le sait bien, voilà, vous voyez que le dispositif est différent. On a une image qui est publiée un an après, qui n'a plus de rapport direct à l'événement, qui n'a plus une valeur d'information. Ce milicien est mort un an avant, mais qui sert ici d'emblème, c'est ça une icône, à un texte qui présente de façon globale et synthétique, un an après, la guerre d'Espagne. Et la guerre d'Espagne, alors pourquoi est-ce que Life nous raconte un an après la guerre d'Espagne ? Alors il faut feuilleter, comme toujours, donc voilà le texte vu d'un peu plus près. Donc, Death in Spain, the civil war has taken 500,000 lives in 1 year. Et regardez bien la légende de l'image. Je vous la lis aussi parce que probablement vous ne la distinguez pas forcément bien. Robert Capa's camera catches a Spanish soldier the instant he's dropped by a bullet through the head in front of Cordoba. Robert Capa's camera, c'est pas juste une caption, c'est pas un crédit, hein, copyright Robert Capa. C'est la caméra de Robert Capa à attraper ce moment. Donc oui, là, on est dans une icône et la légende vous le dit. Il n'y a aucun doute. Donc pourquoi cette photo, pourquoi cet article
un an après sur la guerre d'Espagne. On tourne la page et on voit ceci, qui est quelque chose de très intéressant. En fait, Life fait la promo d'un film qui va sortir, dont le numéro du 12 juillet annonce la sortie, qui est le film The Spanish Earth, un film de propagande pro-loyaliste de Joris Ivens, avec un texte rédigé et lu par Ernest Hemingway, à qui Life a demandé de commenter, de légender les images qui, sous la forme de 2 doubles pages, sont des extraits de films qui racontent la guerre d'Espagne, mais vous voyez, donc dans un cadre très prestigieux, si j'ose dire, d'un film avec des auteurs qui font justement ce travail de bilan, de synthèse, longtemps après. Et c'est ce contexte que vient illustrer la photo de Capa. Donc maintenant, ma question, la voilà. Et je vais essayer de vous proposer des pistes de réponse. Est-ce qu'on travaille de la même façon? Si on raisonne comme Martine Joly tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de la photographie, telle qu'elle est prise dont l'auteur est un photographe, ou est-ce qu'on raisonne à partir des dispositifs éditoriaux qui visiblement font raconter des choses différentes aux images, et dont l'auteur ici n'est plus, ou plus seulement Capa, mais l'éditeur, le journaliste, le rédacteur en chef. Et vous voyez, c'est intéressant, cet auteur-là, on ne le connaît pas. Cet auteur éventuellement collectif, qu'on appelle souvent rédaction. La rédaction a dit, la rédaction a fait. Et voilà, la rédaction fait des propositions de lecture où une image peut être une photo la même, peut être une photo informative et de reportage, ou devenir une icône et être présentée comme telle. Et donc, dans ce cadre, je pense qu'on peut faire le rapprochement que je vous propose visuellement ici, du dispositif éditorial de Life, qui isole l'image de Capa, qui dit, voilà, je prends que cette image, et cette image va devenir l'allégorie de toute la guerre d'Espagne, avec la vieille forme du frontispice, dont aujourd'hui, si vous voulez, l'affiche de cinéma, tout simplement, est l'héritière. C'est-à-dire cette image de synthèse, là je vous montre le frontispice des entretiens d'Ariste et d'Eugène, dans l'édition de 1661, c'est un petit salut à Louis Marin. Et donc voilà, le rôle du frontispice, depuis très longtemps, dans l'histoire de l'édition, de l'imprimerie, c'est cette fonction de synthèse, d'allégorie souvent, qui vise à présenter, voilà, ça peut être un livre, ça peut être aussi un film, une histoire, disons, un récit, de façon synthétique. Et donc, je vous propose de lire l'image de Capa dans Life comme ce qu'on appelle, à proprement parler, une illustration, et peut-être donc de commencer à se dire que cette image, on va pouvoir la ranger dans un autre registre figuratif. Alors, il faut d'abord, évidemment, revenir sur l'illustration. Qu'est-ce que c'est que l'illustration? Et donc là, j'emprunte bien sûr à Thierry Gervais, qui nous parlera demain plus en détail, grâce à son magnifique travail de thèse, une partie en tout cas de cette histoire de l'illustration, qui est évidemment d'abord une catégorie graphique. L'illustration, c'est beaucoup plus ancien que la photo. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de noter que dans le domaine de l'image fixe, depuis à peu près la deuxième moitié du XIXe siècle, la période que tu as étudiée, un fossé infranchissable sépare, en théorie, l'illustration de la photographie.
Non pas, bien sûr, que la photographie ne puisse être utilisée à des fins non documentaires. Et ces usages-là, vous les connaissez tous. Mais cet usage retire, en principe, aux matériaux photographiques toutes les propriétés qui lui sont habituellement reconnues. Et photographie d'illustration et photographie documentaire sont supposés relever de deux univers différents et opposés. La première, la photographie d'illustration, que j'illustre moi aussi, avec cette publicité végétaline qui est un salut à Pierre Bourdieu et un art moyen, où elle est publiée mais en noir et blanc. Donc, la photographie d'illustration est l'affaire du graphiste et implique une commande a priori, c'est-à-dire qu'on dessine l'image avant de la photographier. La seconde, celle du photographe, et elle suppose une publication a posteriori, c'est-à-dire évidemment après qu'on ait fait la prise de vue de l'événement. La première relève de la communication et admet donc la retouche, le montage et toutes les formes d'édition d'une image qui n'est que le support d'un message. La seconde, en revanche, se veut un document authentique, porteur d'une information objective et implique le refus de toute manipulation. Mais la réalité des pratiques déploie un espace plus complexe et plus flou, où la photographie peut très bien servir à des usages narratifs ou allégoriques soigneusement contrôlés. C'est notamment le cas dans la forme du magazine. Et là encore, je reprends la réflexion de Thierry, dont Life, notamment, représente depuis 1936 le modèle par excellence, voué à la promotion d'un pictorial journalism, c'est la rédaction de Life qui parle, placée sous le signe de l'expressivité. Donc je prends ici une couverture dont on pourra discuter si vous voulez, mais après. D'où une seconde dichotomie. Donc première dichotomie, photographie d'illustration, photographie de reportage. Et les deux, normalement, ne devraient rien avoir ensemble. Mais là, il y a une deuxième dichotomie plus discrète entre le magazine et le quotidien. Et ça, c'est une dichotomie qui est moins connue, mais qui est très opératoire pour les professionnels, les journalistes, les photographes, qui font la différence entre quotidien et magazine, entre donc une information sérieuse, entre guillemets, qui serait celle des quotidiens, et où là, par exemple, on ne retouche pas. La retouche est toujours un bon indicateur. Et l'information traitée par les magazines, qui est une information mise en scène. Et où là, on peut, par exemple dans Match, voilà, la retouche, on s'en arrange. Et les professionnels connaissent très bien ces codes. Le problème, c'est que cet écart, là encore, on descend dans la dichotomie, mais cet écart-là aussi, il devient de plus en plus difficile à faire quand la presse quotidienne, elle aussi, va adopter, notamment dans ses unes, la culture graphique du magazine. C'est le cas de Libération à partir de 1981, qui adopte une nouvelle charte graphique. Et effectivement, on va voir dans Libération des photos d'illustration. En voilà une, je pourrais en prendre 1000, mais voilà une image intéressante qui est un clin d'œil à la situation d'aujourd'hui, mais qui est une photo plus ancienne et qui date donc de... C'est une édition de 2006, à un moment où l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin faisait face à la fronde contre le CPE, une réforme qui a depuis été abandonnée. Et là, donc, ce que vous montre la une de Libé, c'est Villepin qui tourne le dos aux manifestants, à la mobilisation. Et en réalité, cette photo, elle a été prise à la FIAC. Et en fait, Dominique de Villepin est en train de regarder un tableau, un monochrome blanc. Alors c'est astucieux, évidemment, mais vous comprenez bien qu'il n'y a aucun rapport entre le contenu informatif de l'image, prise 3 mois plus tôt, dans un autre contexte, et son utilisation, son usage narratif, dans le cadre de ce qui est, encore une fois, une illustration. Alors, plusieurs mécanismes ont contribué à accentuer
le brouillage entre information et communication. Le développement des banques d'images, par exemple, qui étaient initialement uniquement vouées, les banques d'images, ça existe depuis 1930. Et donc au départ, les banques d'images servent aux besoins illustratifs. Elles répondent aux besoins de l'illustration, au sens de la communication, de la publicité, d'images narratives. Mais les banques d'images vont progressivement inverser la logique de production des images et au lieu de répondre à une commande, elles vont produire des photos prêtes à l'emploi. Et ça existe encore aujourd'hui. Voilà, si vous allez sur le portail Corbis, vous pouvez faire une recherche, c'est gratuit, sur problème de couple. J'ai pris cet exemple, je me demande bien pourquoi. Et là, vous trouvez quelque chose de très intéressant. Vous êtes d'accord, c'est de la photographie. Donc là, c'est de la photographie d'illustration. C'est des photographies qui illustrent l'idée, a priori, d'un problème de couple. Alors, on pourrait les analyser, c'est très intéressant. En fait, c'est basé sur des dichotomies. Donc c'est assez simple, il faut que ce soit lisible. Vous avez deux personnes qui vont donner l'air pensif avec le geste codé de la main du menton sur la main. Il suffit qu'elle ne se regarde pas. Voilà. C'est des petits codes très simples, mais c'est très intéressant parce que ça, ce sont des allégories. Et ce sont des allégories a priori. Et c'est le produit des banques d'images. Il y a des photographes qui travaillent pour fabriquer ces images qui sont vendues, alors très peu cher ensuite, mais qui peuvent servir plusieurs fois. Et dans des contextes différents. Et puis, compte tenu donc de la porosité culturelle entre les domaines de la communication et de l'information, on va voir quelque chose qui est un peu plus embêtant, c'est que là, j'ai pris une petite sélection de photos de l'AFP, dont quelques photos très très célèbres aussi, des icônes. Quand on les voit comme ça, on voit très bien que ces photos sont elles aussi vont au-devant des besoins éditoriaux. Et par exemple, fonctionnent comme les photographies allégoriques qu'on vient de voir dans Corbis, avec des systèmes de simplification du message. Là, toutes ces photos, pratiquement, sont binaires. Elles ont, d'un côté, les prisonniers enfermés dans le camp, de l'autre, le soldat. D'un côté, le char, de l'autre, la petite fille qui pleure. Et donc, vous avez des images qui sont fabriquées pour délivrer un message allégorique, et qui sont donc extrêmement lisibles. Leur caractéristique, c'est qu'on n'a pas besoin de légendes pour les comprendre, no caption needed, mais c'est parce qu'elles sont fabriquées pour ça. Le photographe, quand il appuie sur l'obturateur, il sait exactement qu'il a un bon candidat icône pour un journal. Et donc là, évidemment, c'est plus compliqué parce que personne n'appellerait ces photographies des illustrations. Ce sont bel et bien des photos de reportage. Mais vous voyez comme tout devient brouillé et que la frontière est très floue. Alors, on voit bien ce qui s'est passé. La pratique de l'illustration, j'emprunte ici à Thierry Gervais un de ses sujets favoris, la garde-barrière, qui est un montage photographique de l'illustration, le journal d'illustration à la fin du XIXe siècle, et qui est magnifique. Tous les éléments de cette image sont des photographies découpées et recomposées. Donc cette image n'existe pas, mais elle a été publiée sous forme éditorialisée comme une photographie. Donc la pratique de l'illustration, qui est plus ancienne que la photo, et à laquelle celle-ci s'est superposée de façon fluide, comme Thierry l'a très bien montré, a été oubliée en cours de route. Ce régime de l'illustration où on fabrique une image pour aller au-devant du texte a été effacé par le dogme indiciel et la culture de l'authenticité. C'est le résultat d'une histoire et d'une culture, du dogme de l'objectivité de la presse. Mais à partir du moment où le matériau que nous étudions n'est pas la photographie, mais bien son usage public, nous sommes obligés de prendre en compte
le fait que toute image publique est une image éditée. Il n'existe pas d'image dans le domaine public qui ne soit pas une image éditée, c'est-à-dire une image qui soit le résultat d'une construction, éventuellement d'une transformation. Et en voilà un exemple entre mille. Voilà la photographie, le ghetto de Varsovie en 1943. Et voilà des usages de cette photographie qui en font une illustration. Donc vous comprenez bien, je ne dis pas du tout la photo du ghetto, c'est pas une illustration. Mais ce qu'on voit à côté, ce sont des usages illustratifs de la photographie. Et c'est comme ça qu'une photo existe dans l'univers médiatique, dans l'univers des industries culturelles. Tout matériau iconographique fait corps avec son contexte éditorial. Je crois que c'est ça, fondamentalement, la définition de l'illustration. Alors, pour analyser d'un peu plus près ce lien, je me suis dit qu'il fallait, vous comprenez bien, maintenant, non pas partir de l'image. L'erreur, en fait, c'est de partir de la photo. Donc, il faut renverser le paradigme pour l'analyser. Et donc, je suis parti... Ah, voilà, ça c'est le matériau iconographique qui fait corps avec son contexte éditorial, pardon. Alors, pour essayer d'analyser, non pas une image, mais un événement, et son traitement en image, j'ai pris, c'était il y a une semaine, un exemple tout à fait idiot, qui est la visite de Nicolas Sarkozy au Vatican, le 8 octobre dernier. Bon, peu importe, j'aurais pu prendre n'importe quel exemple. Là, en l'occurrence, voilà, c'était pratique parce que avec les outils d'aujourd'hui, on peut avoir des recherches assez extensives. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que la plupart des images qui sont publiées par les journaux en ligne le 8 octobre privilégient un moment particulier, qui est la réception dans la bibliothèque privée du pape. Et dans cette réception, il y a une image qui va être encore plus privilégiée que les autres et qui est reproduite plusieurs fois, c'est celle-ci. Donc c'est l'image, voilà, on a un Sarkozy riant, hein, qui s'esclaffe, en face du pape qui est en train de lui glisser un petit objet dans la main. Devant la résurrection du Pérugine. Donc voilà, c'est comme je me suis dit, pour une fois qu'il y a un tableau dans une photo, on va peut-être quand même pas s'en priver. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est... Donc voilà des exemples d'usage. C'est comme Capa, c'est 4 fois la même photo, sauf que c'est pas les mêmes usages. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que on pourrait dire, vous voyez, si j'applique le raisonnement que je viens de vous exposer, voilà, cette photographie fonctionne comme une illustration. Elle a un contenu allégorique. Elle représente, elle synthétise la rencontre comme une affiche de cinéma ou comme un frontispice. C'est plus compliqué que ça. Parce que l'illustration de quoi ? Et là, il faut regarder les usages. Et les usages, vous l'aurez noté, c'est du texte. La photo, c'est de la photo, mais les usages, c'est du texte. Et donc, en fait, c'est très facile à analyser. Pour nous, chercheurs, c'est magnifique, parce qu'en réalité, il suffit de lire les textes. Alors, on lit les textes, et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'il y a de grosses différences entre, d'un côté, l'article de Paris Match, qui est une approbation enthousiaste de la visite, et qui est intitulé « Tout sourire ». Il y a entre les deux une description par RTBF Info, qui est à l'autre bout. Alors évidemment, vous ne pouvez pas lire le texte, il faudrait le lire. Je vous le résume. Alors là, neutralité absolue. Ni pour, ni contre. On est au milieu, on ne se mouille pas. Il doit y avoir des lecteurs catholiques. À côté, on a une version du JDD, du Journal du Dimanche, qui est un petit peu plus critique. Et puis, on a celle de 20 minutes. Alors, je vais isoler ces deux-là parce que... Oups. Ah ben oui, ça c'est ma version, première version. Donc, en fait, la version de Match et la version de 20 minutes sont totalement contradictoires. Donc, Match, on est dans l'approbation totale. Et 20 minutes, on est dans la critique très, très acide, avec des réactions qui sont très négatives. Et c'est illustré par la même image. Donc, problème, vous voyez bien. Donc, qu'une seule et même image accompagne une gamme de réactions aussi large,
apporte la preuve que cette photo ne peut pas être ramenée à un symbolisme univoque. La photographie joue ici un rôle principalement informatif et testimonial, sauf dans le cas de Paris Match, où effectivement, elle est présentée dans une forme particulière, où elle a le plus de place, et où le titre « Tout sourire » donne une espèce de résumé de la rencontre qui propose une alliance, qui est comme un commentaire de la photo. Et là, je pense qu'on passe effectivement au régime illustratif. Donc, ce que j'appelle un usage illustratif, qu'est-ce que c'est ? C'est caractérisé par le fait qu'on veut faire dire quelque chose à une image. Autrement dit, qu'une intention narrative préside au choix iconographique. Cette intention se manifeste par la création d'un rapport entre texte et image. Et ce rapport, je pense qu'il ne s'agit de rien d'autre que du lien qui fonde la relation sémiotique. Puisque, effectivement, le principe de l'illustration, c'est de faire de l'image un signe. Alors là, je vous mets le petit dessin de Saussure sur signifié et signifiant. Je sais bien qu'entre-temps, on est passé au triangle, mais moi, j'aime bien ce dessin à deux composantes qui est fermé comme une huître, hein, et qui représente... pourquoi ? Parce que, vous voyez, le problème, c'est le rapport. C'est pas le problème qui est deux. La fonction du signe, c'est de faire disparaître la césure. Et le signe, c'est ce qui unifie le signifié et le signifiant. Hein. Donc, vous voyez, le dessin de Saussure, signifié, signifiant, ça, c'est comment les journalistes, les producteurs fabriquent le dispositif. Mais quand il arrive du côté du public, nous, on ne voit plus que ça. On voit une chose. On voit une huître qui est un signe. Et donc, en version image, ça donne ceci. Hein, ce qui fait office de concept chez Saussure, c'est le texte, c'est l'article, c'est l'intitulé, c'est le récit. C'est l'histoire qu'on veut raconter avec du texte, mais qui est donc appuyé sur... Et là, je reprends, c'est intéressant... Saussure appelait, avant d'utiliser signifiant, il dit le terme qu'on utilise, c'est une image acoustique. Ça me va très bien. Oui, c'est ça, c'est une image. Et donc, voilà, le dispositif crée une relation qui fait ceci. Hop, voilà, c'est fini. Il n'y en a plus qu'une. Donc, de la même façon que le lien entre le signifié et le signifiant, et nous explique Saussure, arbitraire, je pense que là aussi on peut dire que c'est la fabrication du lien, hein, qui est la ressource de ce système. Alors, je vais aller à ma conclusion, et peut-être qu'on aura le temps de discuter. Donc voilà, en gros, hein, une photo, deux dispositifs. Et ce qui fait que ces images sont différentes, c'est leur rapport avec tout ce qui se passe autour, du texte, du contexte, qui forment un dispositif, mais alors chaque fois, donc, c'est une proposition de lecture différente. Et nous, lecteurs, nous ne voyons jamais deux dispositifs. Nous voyons toujours un dispositif. Hein, quand vous achetez un journal, vous n'en achetez pas deux, vous en achetez un, et donc vous avez une version des faits, et vous voyez un dispositif clos, que vous prenez comme une chose, et vous ne savez pas qu'il y a d'autres versions. Voilà, je vais passer... mais vous voyez, ça donne ça, par exemple. Si on avait le temps de regarder un peu plus longtemps, on verrait que le visage de Sarkozy, ces images n'ont aucune qualité informative. Elles servent à fabriquer des dispositifs. Et à chaque fois, donc, le choix de la photo est évidemment en relation avec le titre. Hein, un Sarkozy souriant pour Pourquoi il fascine, un Sarkozy sardonique pour La revanche, etc. Hein. Donc vous voyez que ces couvertures ne nous donnent aucune information sur la physionomie du chef de l'État. Elles sont véritablement des supports de projection, de récits, qui sont des constructions narratives. Voilà, donc je pense que l'icône, c'est ça. Hein. L'icône, c'est une image narrative. Donc les icônes sont les images narratives les plus connues.
Et je voudrais conclure en évoquant cette très intéressante édition qui vient de paraître il y a quelques jours aux éditions du Seuil, qui est une édition illustrée des mythologies de Roland Barthes. Plus de 50 ans après sa parution en 1957, on s'est aperçu, c'est Jacqueline Guittard qui a fait ce travail magnifique, on s'est aperçu que les mythologies, c'était pas juste des textes sur une espèce de réflexion éditoriale sur des symptômes contemporains. Ce que fait Barthes, très précisément, dans tous ses articles, ce sont des analyses d'images. Mais dans la première publication du Seuil, on a oublié cette chose-là. C'est ça, l'oubli de l'illustration. Hein. On a oublié que ces textes étaient basés à chaque fois sur des photos de match, sur des journaux que Barthes lisait chez son coiffeur. Il explique comment il fait. Et donc, je vous recommande évidemment la lecture de la version illustrée des mythologies, où vous allez voir que tout change, parce que, effectivement, là, dans l'autre sens, les images sont restituées dans ce qu'elles ont créé du rapport au texte, et Barthes appelait ce rapport que je vous ai décrit avec les termes de l'illustration ou de l'image narrative, il appelait ça des mythes. Voilà. Donc, en fait, je propose de remplacer le terme iconic image par image narrative, par une image qui raconte une histoire. Et je vais donner le dernier mot à Barthes dans sa préface des mythologies en 1957. Le départ de cette réflexion, dit Barthes, était le plus souvent un sentiment d'impatience devant le naturel, entre guillemets, dont la presse, l'art, le sens commun affublent sans cesse une réalité qui, pour être celle dans laquelle nous vivons, n'en est pas moins parfaitement historique. En un mot, je souffrais de voir à tout moment confondu dans le récit de notre actualité, nature et histoire. Et je voulais ressaisir dans l'exposition narrative de ce qui va de soi, l'abus idéologique qui, à mon sens, s'y trouve caché. Je vous remercie.